je vais demander à Lionel Meyer de me rejoindre et nous allons parler d'un sujet. Merci. Je fais passer, si ça veut bien marcher, ça ne fonctionne pas. J'ai un petit souci. Ah voilà. Donc Lionel, nous allons parler du storytelling au story sharing. Alors c'est vrai, alors tu utilises deux anglicismes, on pourrait traduire en français. Comment on traduirait en français? Passer des histoires qu'on raconte aux histoires qu'on partage. D'accord. Et les histoires partagées, finalement. Alors Lionel, quand même un parcours impressionnant. Plaza Athénée, un Nespresso, en passant par le Club Med, Audi, Air France, HSBC, Sephora, EDF, tu les as tous faits, quoi. En 25 ans, j'en ai fait quelques-unes, effectivement. Lionel, tu as toujours eu à cœur de démontrer qu'investir dans la durée avec intensité dans l'expérience client assure un ROI. Alors, c'est quoi le ROI? C'est un retour sur investissement. Ah, d'accord. Et donc, allant bien au-delà des indicateurs financiers, inspiré par l'excellence de service et la très haute hôtellerie, tu nous diras un mot sur ce qu'est la très haute hôtellerie, dans laquelle tu as commencé ton activité de conseil et de formation il y a plus de 20 ans. 25 maintenant. Ah, maintenant 25. Tu t'es concentré depuis sur la création de valeur ajoutée par l'humain et pour l'humain. Alors là, moi, ça nous parle. Ça nous parle. On est en plein dans le sujet qu'on vient d'évoquer. Alors tu as créé avec Eric Perret 2 cabinets de conseil, Luxury Attitude et Customer Experience, oui. Que tu as accompagné de 97 à 2017 pendant 20 ans. Et vous avez été à l'origine, par exemple, du concept de design de service. Donc c'est déployé avec succès dans de nombreuses entreprises. Et je termine en disant, finalement, ce qui est très important, c'est que tu as touché des secteurs comme la banque, l'assurance, l'automobile, le retail ou encore le transport. Évidemment, l'humain challengé par l'essor exponentiel du digital, on va en reparler, reste ton thème de prédilection. Tu interviens maintenant dans une structure que tu as créée qui s'appelle Emotion in Action. Emotion in Action. Je reste dans les anglophones. Oui, toujours, oui. Mais ça se vend mieux à l'international. Sur des thématiques aussi variées que la stratégie, l'expérience client, la relation client. Voilà. Alors, on va commencer. C'est quand même, mais vu le parcours, il fallait quand même en dire un maximum. Alors, passer du storytelling au story sharing. Est-ce que c'est, même si beaucoup te connaissent, j'imagine à l'écran et sur les réseaux, peux-tu nous rappeler ce qu'est le storytelling et quelle place il occupe aujourd'hui dans le marketing et la communication? En fait, le storytelling, comme on le dit, c'est raconter des histoires. Et le premier storytelling, c'est celui d'un parent à l'égard de ses enfants quand on raconte le petit pousset ou je ne sais quelle histoire. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que depuis la nuit des temps, l'être humain s'est développé sur la faculté à la fois à raconter des histoires, à créer des mythes. Et c'est vrai que, ne serait-ce que... Alors, j'ai peut-être été un peu polémique sur le sujet, mais il n'y a pas une religion qui ne s'appuie pas sur une histoire qui a été racontée, vraie ou fausse. Je laisse chaque personne en décider, mais on est en fait dans la transmission grâce à l'histoire. Et en fait, l'art de raconter des histoires, depuis maintenant une trentaine d'années, est devenu finalement un savoir-faire qui a intégré les entreprises au niveau du marketing. Tout simplement parce que non seulement ça fait appel à des mécanismes mentaux qui ont été créés dès l'éducation chez les clients, et ça peut être utile, et puis en plus de ça, ça appelle à des émotions, ça interpelle, ça permet de mémoriser les choses, et puis ça permet aussi d'engager les gens dans l'histoire avec une marque et de donner aussi du sens, puisque une belle histoire, c'est une histoire dans laquelle il y a de la morale. Et donc, ça permet de mettre en valeur à la fois une entreprise, mais également ses produits. Donc, le storytelling, on le retrouve partout, dans la pub, mais pas que. C'est vraiment quelque chose qui est devenu central. Il y a des tonnes de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Et moi, je pense qu'effectivement, ça reste un sujet important, mais il y a quelques éléments qui ont un peu évolué ces dernières années. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu remets en cause aujourd'hui, tu et peut-être d'autres, le storytelling. Alors, je ne remets pas en cause le storytelling, je remets en cause plus l'usage qui en est fait un petit peu à toutes les sauces et dans toutes les circonstances, et notamment parce qu'aujourd'hui, et on le vit au quotidien, on l'a vécu pour ceux qui ont suivi l'actualité aux États-Unis, c'est que finalement, on est dans une crise de confiance généralisée. On est dans une crise de confiance généralisée par rapport au pouvoir politique, par rapport aux médias, et par voie de conséquence par rapport aux marques. Et on est à l'ère des fake news, et on se rend compte d'ailleurs qu'un certain nombre de fake news et finalement de manipulation des foules s'appuie sur du storytelling. On raconte des histoires, et alors là, ce qui est fou, c'est que plus l'histoire est invraisemblable, plus on a l'impression que ça prend chez un certain nombre de concitoyens. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais toujours est-il que cette crise de confiance et la surutilisation
démocratisation du storytelling fait qu'aujourd'hui, le consommateur, le client, il va avoir tendance à plus se fier à l'avis d'autres clients que réellement à la position qu'a une entreprise. Et donc finalement, le développement de la recommandation, des réseaux sociaux, du digital, fait qu'une entreprise a peut-être intérêt à contrebalancer et en tous les cas à équilibrer ses discours entre le discours qui vient d'elle-même, et c'est le cas du storytelling, et le discours qui vient de ses clients. Et tout l'enjeu, ça va être de se dire finalement qu'est-ce que disent mes clients de moi et dans quelle mesure je peux, j'ai pas envie de dire d'influencer, mais j'ai une responsabilité très forte sur ce que les clients partagent de l'expérience qu'ils ont vécue avec moi. Et donc le story sharing, c'est de se dire finalement, et si je misais plus sur ce que racontent mes clients et un petit peu moins sur ce que je raconte moi-même. Oui, donc ça veut dire que c'est l'entreprise, le storytelling, c'est l'entreprise qui parle d'elle-même, et les clients ont le droit à la parole. C'est ce que je disais sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Et on a le même parallèle, je trouve, entre cette question qui est posée alors, du point de vue des collaborateurs, entre la marque employeur, c'est-à-dire c'est du telling, c'est du storytelling, et l'expérience collaborateur qui est souvent, je dirais, très polémique. Hein. Les jeunes n'hésitent pas aujourd'hui à critiquer leur propre manager, et d'ailleurs sur des réseaux comme Facebook, etc. Absolument, ouais. Et les exemples sont nombreux. Et d'ailleurs, ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est que derrière une marque, il y a une entreprise. Et la marque peut se permettre d'avoir un storytelling, l'entreprise ne peut pas, puisque l'entreprise, elle est réelle, elle n'est pas fictive. Des gens y vivent, des gens y passent le plus clair de leur temps, des gens s'y engagent, des gens dont la vie dépend également de cette entreprise. Et donc une entreprise peut accepter d'être dans le storytelling au niveau de son image et au niveau de son marketing, au niveau de sa marque, mais elle doit être sincère. Et c'est là où il y a une critique du storytelling, c'est qu'il y a une partie du storytelling qui est vraie, même si elle va être un tout petit peu enjolivée, mais le storytelling est également là pour créer des mythes et parfois des faux mythes. Et là, je voudrais, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité récente, mais il y a un hashtag Balance ta startup qui vient d'être lancé, et en quelques semaines, on a vu tomber quasiment une entreprise, une start-up qui avait fait sa réputation sur son côté créatif, sur son Made in France. Et en fait, ce sont des collaborateurs d'abord qui ont commencé à témoigner non seulement des conditions dans lesquelles ils travaillaient, qui étaient jugées inacceptables au regard de l'image formidable que déployait cette entreprise sur les réseaux sociaux et ailleurs, et puis qui ont ensuite associant leur expérience de salariés également à leur éthique de salariés, ont commencé également à dire que cette entreprise qui revendiquait du Made in France ne faisait pas réellement du Made in France, c'était du Made in China avec juste le minimum nécessaire pour pouvoir mettre le label Made in France sur ses produits. Et donc ça s'est effondré comme un château de cartes parce que cette entreprise s'était créée sur un mythe porté par une histoire et en fait ça s'est avéré en quelques minutes parce que ça s'est diffusé à une vitesse folle que finalement tout ça était complètement inventé, ou en tous les cas, en grande partie inventé. 65 000 followers perdus en une journée, sachant que cette entreprise s'était fait uniquement sur les réseaux sociaux, même s'il y avait des magasins physiques. Donc c'est interpellant. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de raconter des histoires fictives, ou alors il faut le faire savoir. Quand je fais du storytelling pour vendre du parfum, et vous voyez toutes les pubs de parfum, c'est toujours la même histoire à peu près. Il y a de l'amour, il y a du combat, et puis à la fin ça se finit bien, les gens sont heureux. Là on n'est pas en train de se dire, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils sont en train de raconter? Parce qu'on est clairement dans de la fiction. Mais quand on est dans du storytelling qui est pour créer un mythe fondateur, pour positionner une entreprise, un produit, et que finalement on joue sur la crédibilité du client, alors là on se met en danger. Et le consommateur va être beaucoup plus sensible au vécu raconté par le collaborateur ou par les autres clients. C'est ça le story sharing. C'est je raconte l'expérience que j'ai vécue. Alors d'ailleurs, il y a un commentaire de Florence Désert qui dit « Le storytelling est indissociable de l'expérience client délivrée. S'il y a écart, ou disons trop d'écart, tout s'effondre. » Alors moi, je pense qu'il y a une espèce de cercle. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même partir du storytelling et si possible, de quelque chose de vrai. Oui. Et savoir bien se vendre, c'est savoir raconter une histoire et faire en sorte que cette histoire soit écoutée. Donc ça fait partie du storytelling. Ensuite, on doit s'interroger sur cette histoire-là. Il faut que je la fasse vivre. J'ai écrit un article il y a quelques temps sur LinkedIn, c'est marque de luxe, arrêtez de nous raconter des belles histoires, faites-nous vivre des belles histoires. Et c'est ce que j'appelle le story living.
C'est-à-dire que et le story living, c'est pour faire cette boucle avec ce mot story, mais ce n'est rien d'autre que la création de l'expérience client. Ouais. Le story living, c'est l'expérience que je souhaite faire vivre à mon client. Et cette expérience, il peut y avoir un écart entre ce que je souhaite vivre et ce que le client va vivre. Et ensuite, il y a le story feeling, c'est l'histoire qui a été ressentie par le client. Et c'est cette histoire ressentie par le client, si elle est forte, dans des aspects positifs et dans des aspects négatifs, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de partage si c'est plat. Ça disparaît dans la mémoire du client et il n'aura aucun intérêt à le partager. Par contre, si c'est catastrophique, si l'expérience qu'on lui a fait vivre est catastrophique et ce qu'il a ressenti est catastrophique, il va le partager, c'est aussi du story sharing, mais pas à l'avantage de la marque. Oui, et si en revanche, c'est suffisamment fort pour qu'il ressente le besoin d'en faire part à ses proches. On n'est pas obligé d'être un influenceur. Le story sharing, ce n'est pas des gens qui parlent à 150 000 personnes à chaque fois. Oui. C'est l'individu, c'est un peu le bouche à oreille, sauf qu'il est fondé sur des éléments que l'entreprise a souhaités. C'est-à-dire que, posez-vous la question, dans ce que l'on fait vivre à nos clients, qu'est-ce qui est partageable ? Qu'est-ce que j'ai créé pour que le client ait fondamentalement envie, lorsqu'il raccroche, lorsqu'il nous quitte, qu'on soit en B2B ou en B2C, de partager la relation et l'expérience qu'il a avec cette marque. Et si on fonctionne comme ça, effectivement, lorsqu'on écrit et lorsqu'on crée l'expérience client, on est déjà en train de se dire qu'est-ce que mon client va pouvoir partager. Vous savez, on parlait d'hôtellerie de luxe. De plus en plus, quand on construit un lieu, quand on imagine un environnement pour un hôtel de luxe ou pour un resort, on va chercher les points dits instagrammables. Oui. Parce qu'il faut que les clients, lorsqu'ils sont dans cet hôtel, aient des points de vue pour qu'ils aient envie de partager leur histoire. Et ces photos qui vont naître de ces endroits qui ont été créés et qui vont être partagés sont du story sharing, en images. Vous avez également des marques qui sont formidables, telles que GoPro, qui parlent finalement un peu de technologie, mais qui fondent 99% de sa communication sur l'envie qu'ont les utilisateurs de partager dans leur entourage leurs films de vacances. Et tout le monde sait que c'est GoPro. Oui. Et donc ça, c'est du story sharing de proximité. Mais le marketing de GoPro, c'est d'utiliser, même de challenger, donc même d'incentiver, de donner des prix jusqu'à 1 million de dollars pour les meilleurs films tournés avec des GoPro, par des pros et par des particuliers. Donc on est bien dans cette culture de finalement, et si l'histoire de marque partait du client, du consommateur, et non pas de la marque elle-même. Mais rappelle-toi, tu as eu les mêmes avec Apple et les iPhones, avec ces fameuses photos faites par des clients et qui étaient en grand sur nos murs, quoi, d'ailleurs. Et on ne parlait plus, on ne parlait pas de la marque, on parlait de du talent du client possible grâce à l'outil. Mais l'outil, il était omniprésent et en même temps, il était absent. Alors, là, j'avais une remarque de Maël, je te le livre en live. Le story sharing n'est-il pas, dans ce sens, presque plus dangereux que le storytelling, en faisant s'investir le client dans le cas où il se trouve insatisfait? Ne va-t-il pas être plus désappointé encore et réagir de façon plus vive? Alors, de toute façon, on n'y peut rien. Si on ne fait rien, on n'y peut rien. C'est-à-dire que le client qui réagit de façon vive parce qu'il est désappointé, ça existe déjà. Et donc, la prise en compte de l'importance, justement, de ce témoignage client et de la capacité qu'on a en créant et en se focalisant sur des expériences exceptionnelles, de minimiser ces cas-là déjà. Ouais. Et puis de favoriser des cas positifs. Non, oui, alors, ce qui est très, très important, c'est que les marques de luxe, pendant très longtemps, se sont arrachées les cheveux avec le digital. Elles se sont arrachées les cheveux avec le digital parce que déjà, elles avaient l'impression que vendre sur Internet, c'était dégrader leur image. Et puis, elles ont eu peur de perdre le contrôle de leur image. Aujourd'hui, quand Chanel produit un visuel, il y en a au minimum 10 000 qui sont créés et produits par des clients. Donc, à un moment donné, on ne peut pas y échapper. Donc, comme on ne peut pas y échapper, essayons d'avoir le maximum d'influence et d'influence positive sans manipuler les clients grâce à de l'expérience qui est bien réelle. Essayons d'avoir le maximum d'influence pour que ce que partagent nos clients soit effectivement à l'avantage de notre marque. Alors, une remarque de Sandrine qui dit « Magnifique illustration de la nécessité de créer des relations de confiance avec chacune de ces parties prenantes, ce qui est le fondement du leadership authentique, à commencer par ses employés. » Alors, c'est évident, et là on en parlait tout à l'heure, que le story sharing, c'est aussi l'histoire que va raconter non seulement le client, le collaborateur, mais les fameux parties prenantes. Et moi, j'étais pas plus tard qu'hier avec un de mes clients, une des directions, dont le métier,
est d'être dans l'animation de l'écosystème de cette entreprise. Donc il y a des partenaires sociaux, il y a des collectivités locales, il y a des associations de consommateurs, et finalement, on se rend bien compte que l'histoire qu'on fait vivre à cet écosystème va lui-même être partagée. Et j'aime bien cette histoire, on parlait de B2B tout à l'heure. Dans un hôtel de luxe que j'accompagne et que j'ai accompagné, ils ont créé une salle spécialement pour les livreurs des prestataires avec lesquels ils travaillent. Et ils leur ont mis tout le confort, avec des viennoiseries quand il en reste, avec du café, avec de l'eau, pour que ces livreurs qui traversent Paris, qui passent des heures, puissent se poser ne serait-ce que quelques secondes et se sentir bien. On est face à quelque chose d'excessivement important, on fait vivre une expérience, pas simplement aux clients, mais aux livreurs d'un de nos prestataires, parce qu'on sait aussi que cette personne-là ne sera vraisemblablement jamais cliente du palace en question, mais si demain il y a une grève, s'il y a des problèmes parce qu'il neige, il aura à cœur d'au moins livrer cette entreprise-là. Donc on se rend bien compte qu'à l'inverse, si ce livreur dénigre au sein de son entreprise tel ou tel palace, ce ne sera pas à l'avantage du palace. Donc oui, le story sharing, c'est du bouche à oreille, mais c'est du bouche à oreille avec tous les moyens digitaux, la puissance du digital, avec pas simplement la bouche, mais également des films, également des documents qui prouvent et qui vont être partagés en une fraction de seconde. Donc c'est le bouche à oreille moderne dont finalement les entreprises, B2B, B2C, prennent conscience de l'impact et décident d'avoir de l'action en toute conscience pour que ce qui est partagé soit à leur avantage et que ce ne soit pas trahir la réalité de l'entreprise. Alors pour aller juste un tout petit peu plus concrètement, est-ce que tu peux donner à la fois des exemples ou une sorte de méthode pour renforcer ce story sharing? Alors, quelles sont les démarches que tu lances, par exemple? Voilà. Je vais donner 2 exemples. Voilà. Déjà des exemples dans l'accompagnement d'équipes de vente. Parce que le story sharing, c'est aussi le story sharing que partagent des vendeurs. Aujourd'hui, je l'ai vu dans l'automobile, je l'ai vu dans le luxe, je l'ai vu dans le voyage, on a l'impression que les vendeurs répètent le discours de marque qui est sur le site internet. Et donc en fait, ils ne font que répéter le storytelling de la marque qui par ailleurs est à disposition des clients et que le client connaît déjà. Donc c'est improductif. Dire à un vendeur, au lieu de raconter la même chose, raconter des histoires de clients. C'est-à-dire que vous avez une connaissance de ce que vivent les clients avec la marque et votre job, c'est plutôt de raconter, sans les inventer, des histoires réelles de clients plutôt que de raconter ce que la marque raconte. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer ce que dit la marque, mais comme le client, de toute façon, lui, y a accès par la pub, par les réseaux sociaux, sur les sites internet de ces marques-là, ayez une valeur ajoutée. Donc, former les collaborateurs à raconter l'histoire de leurs clients. Ça, c'est très opérationnel et ça touche les équipes de vente. Deuxième exemple, là, c'est plus dans du prospectif. Et c'est ce que je fais notamment lorsque je travaille sur, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être une autre fois avec Esprit Service France, c'est l'expérience client transformative. Ouais. Un des axes de travail, c'est de raconter, dans tous les cas, d'écrire l'expérience client pour la construire, presque comme une histoire, mais du point de vue du client. C'est vraiment, typiquement, je travaille aujourd'hui avec une marque, il s'agit à un moment donné d'acheter du matériel, de le ramener chez soi et de faire quelque chose avec ce matériel. Eh bien, le story sharing commence par l'écriture de ce que va vivre le client à l'instant où il va rentrer chez lui, où il va présenter ce matériel-là à sa famille, où il va le mettre en l'occurrence dans sa cuisine et où il va faire peut-être le premier plat ou la première préparation avec ce matériel-là. Et donc on se transpose et à chaque fois on se dit mais qu'est-ce que le client va pouvoir raconter, partager, où va être le sharing? Et ce qui est formidable dans ce type de matériel que j'évoque, qui est un matériel qui se trouve dans la cuisine, c'est qu'intrinsèquement c'est du matériel fait pour partager. Ouais. Partager avec des amis, partager avec sa famille, se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer des expériences clients du point de vue du client, mais du point de vue du vécu client, en l'écrivant. Et en écrivant sa déception, en écrivant au contraire son enthousiasme, son introspection lorsqu'il découvre cet outil-là, en étant vraiment dans quelque chose de qu'est-ce qu'il aura envie de partager et comment l'aider à bien le partager. C'est les fameux points Instagrammables dont on parlait tout à l'heure. C'est que j'ai créé un lieu en me transposant dans le vécu du client, en lui apportant quelque chose qu'il va avoir envie de partager.
Alors, je reprenais l'exemple, je vais reprendre l'exemple de la compagnie aérienne que j'ai citée, Southwest Airlines, qui avait, dès les années 70, créé une expérience client incroyable, y compris à provoquer, je veux dire, des fous rires dans les avions, parce que le pilote disait, par exemple, qu'au moment du décollage, il y avait une vache sur la piste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand même juste... Et donc, cette compagnie a été basée sur une expérience de fun, le mot fun est très fort, et de love aussi, parce que c'est l'amour. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le premier story sharing s'appuie, je pense, sur la contagion des émotions. Oui, et dans un avion, c'est excessivement important. Et pour avoir accompagné une grande compagnie française que tout le monde connaît et qui est formidable, Air France, on a travaillé avec les PNC, donc les hôtesses, pour déjà qu'elles fassent des expériences. C'est compliqué de faire vivre une expérience à 100 personnes dans un avion, à part une expérience un peu celle de marque. Et donc, on a travaillé pour que ces personnes déjà se fassent plaisir, parce que imaginons que l'une d'entre elles soit sensible aux animaux, et ben qu'elle aille voir un client qui voyage avec un animal et qu'elle aille lui faire vivre une relation très sincère, très authentique, un partage. Et on s'est aperçu que finalement, en fonctionnant comme ça, il n'y a pas de jalousie de la part des autres voyageurs à proximité, des autres passagers. Ils se disent « waouh !» Et donc, ils profitent de cet instant de partage et ça devient quelque chose qu'ils ont envie eux-mêmes de partager. Et donc, on est dans du story sharing et dans de la contagion des émotions. Donc, c'est tout à fait juste. Alors, on se réveille, là, je vois, les commentaires arrivent. Donc, Anne nous dit, nous pose la question, n'est-ce pas similaire au rôle d'ambassadeur, finalement, ce que tu fais, hein, sinon, qu'est-ce qui diffère? Alors, déjà, on le voit, de plus en plus de marques identifient des ambassadeurs. Donc, c'est un statut officiel de certains clients. Certains clients sont officiellement des... Là, bien évidemment, ça y contribue. Bien sûr. Et on peut supposer que les ambassadeurs le sont parce qu'ils ont des bonnes expériences à partager. Mais imaginons que j'ai 100 clients, les ambassadeurs vont peut-être représenter 5% des clients. Moi, ma cible, c'est que potentiellement 100% de mes clients aient quelque chose à partager, aient envie de le faire, et que ce quelque chose, forcément, soit positif et corresponde à ce que j'ai eu envie de lui faire vivre. Donc l'ambassadeur, c'est une toute petite partie de ma clientèle que j'anime, qui sont des dingues, qui sont des fans absolus et identifiés comme tels. Mais moi, mon but, c'est que tous mes clients soient fans et tellement fans qu'ils me défendent et qu'ils partagent leurs expériences. Donc c'est plus global quand même que les ambassadeurs. Oui, tout à l'heure, quand tu disais que l'histoire de cette entreprise, de cette start-up qui avait totalement détruit son image, finalement, la réputation, là, cette histoire de story sharing qui s'est évidemment développé grâce au digital. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de révolution digitale. À mon avis, c'était compliqué de faire du story sharing à grande échelle. Ça veut dire qu'une réputation se construit peut-être assez rapidement avec le digital, mais elle se détruit à la vitesse de la lumière. Bah, surtout si on est dans le storytelling. Et que ce storytelling est une histoire fictive. Plus je raconte une histoire fictive de ma vie dans l'entreprise avec mes employés ou de ma vie avec mes produits, mes fournisseurs, parce que je peux dire que je fais des choses merveilleuses avec mes fournisseurs, que je développe, je ne sais pas moi, plein de choses à l'autre bout du monde et me donner une belle image. Le vrai raconter tout ce que je veux. Et on sait à quel point plus c'est gros, plus ça marche. Mais en même temps, à chaque instant, plus c'est fake, plus j'ai des chances d'un retour de manivelle. Et donc, plus c'est authentique et plus ça vient des clients, et donc, a priori, sincère, plus je me protège justement de ces retours de bâton qui font très, très, très mal, et de plus en plus mal. Oui, et on le voit dans des histoires récentes liées à certains livres. Hein, et on voit quand même des chutes brutales. Alors, Nelly est une question. En accordant autant de pouvoir aux clients, est-ce que l'entreprise ne s'expose pas à des dérives? Ben, moi, je préfère qu'elle donne autant de pouvoir à ses clients plutôt qu'elle s'arroge autant de pouvoir et qu'elle en fasse un peu tout et n'importe quoi. C'est une forme aussi de démocratie au niveau des entreprises. Jusqu'à présent, il y avait l'association de consommateurs et les class actions qui permettaient, mais on était dans du juridique. Là, on n'est plus obligé d'être dans du juridique pour que le client... Et donc, je trouve ça très, très sain. Reconnaître ce pouvoir du client, ben, finalement, il a toujours existé, sauf que maintenant, il a les moyens. Ah oui. Et ils ne sont pas obligés de passer par une association. Et donc, moi, je trouve ça essentiel. Et ce serait dangereux de ne pas se donner ce pouvoir-là au client, parce qu'il se l'arrogera de toute façon, ce pouvoir-là. Donc, autant, j'ai envie de dire, l'organiser, en prendre conscience et maîtriser finalement ce que les clients partagent de nous, parce que c'est exactement ce qu'on a voulu qu'ils partagent. Et alors, toujours Nelly qui te pose la question. Cher Nelly, merci. Les clients influenceurs ne vont-ils pas être récupérés et rémunérés par les marques? Ben, c'est déjà le cas.
Oui. Mais ceci étant, il y a l'obligation, lorsqu'il y a une récupération, de le dire. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est transparent. Voilà, c'est théoriquement transparent. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques abus, mais quand c'est de la pub, c'est de la pub. C'est comme les reportages dans les magazines. Au début, on ne savait pas. Maintenant, c'est indiqué. Alors, à moi de regarder, à moi d'être... Donc oui, bien sûr. Alors, tu sais, quand on a préparé, on a parlé de Zappos. Oui. Hein. Tu te rappelles, qui est basé à Las Vegas, que moi-même j'ai rencontré pour faire un cas. Est-ce que c'est quand même un bel exemple de story sharing? Alors oui, et de story sharing employé et client. Alors je ne sais pas s'ils auraient appelé ça comme ça, mais ils avaient la conscience, je parle au passé parce que Tony Hsieh est décédé récemment. Oui, absolument. Déjà, il était sincère dans ce qu'il faisait. Et il avait quitté des entreprises, y compris des entreprises qu'il avait créées, parce que la culture de ces entreprises ne correspondait plus à la sienne. Et dans cette aventure qu'il a accompagné, puisque ce n'est pas lui qui a créé Zappos, et il en est devenu le CIO, il y a mis finalement ses convictions les plus profondes, et notamment celle qui consiste à dire on ne vend pas des chaussures, on vend du bonheur. Et à nos employés, finalement, on partage du bonheur. Et c'est vrai qu'il avait, et c'est toujours le cas chez Zappos, une culture qui est à l'opposé des services clients habituels. Il disait, finalement, je vais mettre le numéro de téléphone bien en haut pour qu'ils nous appellent, parce que je veux qu'ils m'appellent, mes clients. Et je dis à mes collaborateurs, l'important, ce n'est pas le temps que vous allez passer avec eux, ne cherchez pas à être dans la productivité, passez le temps qu'il faut. Et il y a d'ailleurs, alors là c'est un mythe, est-ce que c'est de la vraie histoire ou est-ce que c'est de l'histoire inventée, mais il y a le mythe de cet appel qui a duré 10 heures avec un client. Oui, donc, il le dit dans le et ce qui est aussi intéressant, c'est que les pubs qu'ils ont fait ont été fondés également sur des appels clients. Alors, on n'avait pas les clients, donc ils ont mis des marionnettes, mais des appels réels. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, les histoires qu'ils racontaient, c'était des histoires vraies entre un client et un conseiller au téléphone. Et on voyait qu'il y avait de l'humour, qu'il y avait de la connivence. Et donc, ça paraissait ultra sincère et on avait envie de les appeler. Donc, on est en plein dans cette logique-là, poussé à l'extrême puisqu'ils ont repris ce story sharing dans leur propre publicité. Alors, un commentaire de Anne qui t'avait posé la question, tu sais, sur l'ambassadeur. Elle dit nous sommes toutes et tous à même de s'auto-définir ambassadeur sans que cela soit une commande. Cette part naturelle et volontaire décuple le sharing, le valorise et accentue la dimension de liberté. Formidable, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, c'est un slogan que tu vas récupérer? Oui, j'ai pris, si les droits me sont donnés, avec grand plaisir. Non, mais effectivement. Mais il y a quand même un statut d'ambassadeur dans les marques, de plus en plus. Alors, toujours, tiens, Sandrine, vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes interlocutrices. Il n'y a que des femmes qui interviennent pour l'instant. J'espère que les hommes vont se mobiliser. Ne pensez-vous pas que cette démarche n'est possible qu'avec l'engagement personnel et sincère du dirigeant? Alors, moi, le combat que je mène, et c'est ce que tu as eu la gentillesse de rappeler dans l'introduction, c'est que c'est un sujet stratégique, l'expérience client, et donc le story sharing. Et donc, je veux offenser personne, et notamment tous ceux qui sont responsables de l'expérience client, mais ils le savent très bien. Si on leur a délégué l'expérience client pour que le dirigeant ne s'en occupe pas, le comité de direction ne s'en occupe pas, alors finalement, ça échouera. Parce que c'est vraiment un sujet stratégique. Donc, bien évidemment, le dirigeant doit être impliqué, et c'est lui, parce qu'il agit sur la culture d'entreprise, qui crée une partie des conditions du story sharing, et notamment celle de la sincérité et de la réalité interne de l'entreprise en phase avec sa réalité externe. Comme nous approchons de la fin de ton intervention, il y a quand même un point que tu as souligné tout à l'heure, qui est l'expérience client transformative. Tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus? Ça, c'est un peu le teasing pour peut-être un webinar qui va... Avec grand plaisir. J'ai publié sur LinkedIn une petite vidéo qui a eu un petit succès à ce sujet-là. Moi, ma conviction, il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans l'expérience client dans le monde avec un titre expérience client. Et moi, mon combat, puisque je travaille depuis 25 ans, que je me suis posé plein de questions avec le confinement, y compris celle qui consisterait à dire fais autre chose. Et je me suis dit non, on a une opportunité extraordinaire pour changer l'ambition autour de l'expérience client. Aujourd'hui, 90% des gens qui travaillent sur l'expérience client cherchent à l'améliorer ou la corriger. Moi, je dis essayons d'avoir l'ambition de la transformer. Et donc, partant du challenge de transformer l'expérience client plus que de l'améliorer. Ça ne veut pas dire que 100% de ce qu'on rêvera et de ce qu'on imaginera sera possible, mais au moins sera dans une ambition qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus engageante pour les collaborateurs et beaucoup plus pleine d'espoir également pour les clients.
Donc ça veut dire, tu as le sentiment, parce que cette dimension transformative va encore accroître la loyauté des clients, parce que c'est un sujet clé. Ça. Alors, comment je vais plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on parle de disruption. 99% des disruptions proviennent d'une transformation d'expérience client. Donc, en fait, si moi je suis leader sur mon marché et que je ne suis pas en train de me poser à l'instant précis la question de la transformation de l'expérience que je fais vivre avec les clients, je peux être certain que dans un petit coin, il y a une petite entreprise beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, qui est en train, elle, de se poser la question de la transformation. Donc c'est la responsabilité, en particulier celle des leaders. Plus on est sur un marché concurrentiel, plus on est fragile si on ne prend pas en compte cet objectif de transformation d'expérience. Bon, dernière, parce qu'il nous reste 30 secondes, dernière question un peu provocante, c'est la mort du storytelling ? Non, mais le storytelling a sa juste place. Déjà, continuez à raconter des histoires à vos enfants, c'est comme ça qu'on s'est tous construits, mais que les marques, elles, racontent des vraies histoires, plus que des histoires fictives, ou quand elles racontent des histoires fictives, qu'elles le disent et qu'elles ne créent pas de confusion dans l'esprit des gens. C'était super. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, merci à Esprit Service et merci pour cette conviction. Bravo.